Bonjour. Et pour terminer cette matinée, je voudrais d'abord remercier Patrick Marcelin, Rimou Alaoui et Marc Bourlière d'avoir pu organiser cette matinée africaine. Et je suis sûr que tous les exposés de la matinée vous ont intéressé. Alors, je vais essayer d'en extraire quelques idées. Bien sûr, je n'ai pas pu être exhaustif. Alors, pour l'hépatite B, je crois qu'on est tous conscients de ce fait, mais il faut le répéter, c'est un fléau mondial et surtout sur le continent africain, puisque actuellement, la mortalité liée à l'hépatite B dépasse celle du VIH ou de la tuberculose. Donc, c'est important de rester conscient que l'hépatite B est un fléau et qu'il faut continuer à agir contre cette maladie. Alors, la prévalence de l'hépatite B en Afrique, Roger Sombier l'a très bien expliqué. Je crois qu'il faut voir qu'il y a des pays où cette prévalence est très importante. J'ai mis en rouge les pays où on voit que cette prévalence est importante. Le Mali, le Niger, le Tchad. C'est presque une personne sur 5 ou 6 qui est infectée, avec bien évidemment le risque pour lui-même, mais aussi le risque de transmission de la mère à l'enfant. Et pourquoi une telle prévalence? Alors, il y a bien évidemment la vaccination, il y a bien évidemment le traitement, mais je voudrais insister sur le coût du dépistage et que, effectivement, c'est très difficile dans certains pays de mettre en place un dépistage du fait de son coût. Comme l'a rappelé Roger Sombier, vous voyez qu'il y a des pays où le dépistage de l'ADN n'est pas possible, le Burundi, le Niger, le Tchad, et puis après, même pour évaluer la sévérité de la maladie, certains pays n'ont pas encore de fibroscan. Et puis, bien sûr, vous voyez le coût qui est très important pour certains pays. On imagine bien qu'au Burundi, payer une PCR de 136 € est absolument inimaginable. Donc là, il y a un vrai cri, améliorons le dépistage en diminuant les coûts. Et c'est un peu la phrase de conclusion de Christian Trépeau, que l'espoir de guérison de l'hépatite B dans les années qui viennent doit inciter dès maintenant à traiter plus tôt et traiter un grand nombre de patients pour diminuer le risque de fibrose et de cirrhose. Alors on vise dans quelques années le HBV cure, donc la disparition de l'hépatite B, avec un cure, donc une disparition de l'hépatite B à 3 niveaux, une disparition fonctionnelle, une disparition complète, et une disparition stérilisante. Alors, la disparition stérilisante, c'est ça l'objectif final, c'est plus d'antigène HBS, plus d'ADN de l'hépatite B dans le sérum, mais c'est non plus d'ADN super enroulé, ni de virus intégré dans le foie, et bien évidemment, pas de réactivation du virus de l'hépatite B. Donc, ça veut dire une vraie guérison, comme on l'a maintenant pour l'hépatite C. Et comment on va arriver à cette éradication de l'hépatite B? Par des molécules qui vont agir par différents mécanismes, la suppression de la réplication virale, la réduction des protéines virales et l'immunomodulation. Alors, je ne vais pas insister, mais vous voyez qu'il y a plein de nouvelles voies de traitement de l'hépatite B, et je crois que Massimo Levrero a vraiment bien synthétisé toutes ces combinaisons thérapeutiques potentielles. Et enfin, pour terminer, les marqueurs de l'infection de l'hépatite B, comme l'a rappelé Françoise Lunel, eh bien, nous avons l'antigène HBS, nous avons sa quantification, mais probablement que dans les années qui viennent, on va aller plus loin et qu'on va pouvoir détecter l'ARN, qu'on va pouvoir détecter l'ARN messager en intrahépatique. Donc, beaucoup de voies sont en train de s'ouvrir dans l'hépatite B. Alors, dans l'hépatite C, là aussi, Mustapha Benazouz a vraiment bien montré la prévalence de l'hépatite C en Afrique, où là encore, il reste une prévalence très élevée. Vous voyez, par exemple, au Gabon, une prévalence de 10% de la population. Et là aussi, un cri en faveur d'une amélioration de toutes les étapes de l'élimination, que ce soit par un programme national, qui n'est pas présent encore dans tous les pays d'Afrique. Vous voyez, seulement 9 pays sur 15 ont un programme national d'élimination. Et bien sûr, je passe sur d'autres critères importants, comme le financement d'un programme. Vous voyez qu'il n'y a que 7 pays sur 15 qui ont un financement de leur programme d'élimination de l'hépatite C. Donc là encore, besoin d'aller plus fort, d'aller plus vite sur le continent africain. Et donc se joindre à la stratégie globale proposée par l'OMS, avec des interactions importantes avec le gouvernement, avec les politiques, avec les professionnels de santé, pour arriver aussi vite que possible à cette élimination.
Ensuite, nous avons eu plusieurs présentations sur la NASH. Alors, Vincent Leroy a commencé par ce sujet qui est très à la mode actuellement. Vous savez qu'il y a la NAFLD, qui est la Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et pour essayer d'enlever ce mot non-alcoolique, une nouvelle définition a été proposée, qui est la maladie métabolique du foie, donc avec une stéatose intrahépatique. Je crois que je ne peux pas insister, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question. C'est très débattu, c'est un sujet de grande discussion actuellement. Mais finalement, la MAFLD a l'intérêt de se concentrer sur la stéatose et non pas sur l'alcool, pas d'alcool. Donc, un vrai sujet de discussion dans les années qui viennent. Et puis, il l'a rappelé, je crois que c'est important, c'est la fibrose qui tue, c'est la fibrose qui est le facteur pronostic de la NASH. Donc, au-delà du diagnostic de la stéatose et de la NASH, la priorité de diagnostiquer la fibrose. Et sur le continent africain, on peut diagnostiquer la fibrose. Il y a le FIB4, juste l'âge, les plaquettes, les transaminases. Et grâce à ce test très simple, on peut déjà avoir une bonne idée de l'état hépatique et notamment on peut exclure de façon assez forte une absence de fibrose sévère. Donc c'est déjà un test qui est disponible. Donc répandons le FIB4 sur tout le continent africain. Et puis il a cité les recommandations AFEF, alors je n'ai pas le temps de tout vous relire, mais vous voyez que le FIB4 apparaît comme dans les recommandations. Donc vous voyez, rien qu'avec un FIB4 déjà, vous pouvez aller plus loin dans l'évaluation de la sévérité de la maladie hépatique. Et ensuite, Jérôme Boursier nous a parlé du traitement de la NASH. Alors, il y a le traitement pharmacologique, il y a la chirurgie bariatrique. Je crois qu'il faut rester sur les règles diététiques qui sont disponibles partout autour du monde. Et donc, cette étude que tout le monde connaît, qui est maintenant ancienne, sur l'intérêt de l'activité physique et d'un régime correct, vous voyez que si on perd 10% de son poids de corps, c'est vrai que c'est beaucoup, mais si on perd 10% de son poids de corps, on a une résolution de la NASH dans 90% des cas et une amélioration de l'inflammation intrahépatique dans 100% des cas. Donc, restons simples, c'est pas cher, c'est efficace. Allons avec les patients dans des programmes d'activité physique et de régime alimentaire. Et puis, pour terminer, le carcinome vasculaire, donc Valérie Villegrain a montré l'évolution de la radiologie dans les années qui viennent et je crois qu'on est au début d'une nouvelle révolution, même si on a l'impression que la radiologie évolue très vite et sûrement un élément clé de la radiologie, ça sera l'intelligence artificielle, mais elle a quand même rappelé un examen de base qui est l'échographie, donc respectons les recommandations, si nous le pouvons, continuons à faire les échographies abdominales semestrielles. Ça n'est pas parfait, elle nous a bien montré qu'il y aurait d'autres techniques qui seraient disponibles dans les années à venir, mais respectons bien notre échographie semestrielle, si possible avec un radiologue motivé et intéressé. Et puis, elle a parlé très rapidement du LIRADS, donc ça c'est important que vous ayez en tête cette nouvelle classification pronostique qui permet de suspecter un carcinome vasculaire. Si vous êtes 1, le risque de carcinome vasculaire est très faible. Si vous êtes 5, c'est un carcinome vasculaire. Donc, essayez de travailler avec vos radiologues vers l'obtention de cette classification dans vos comptes rendus d'imagerie de coupe, de scanner ou d'IRM. Et puis, Pierre Naon nous a fait miroiter un bel avenir pour le traitement du carcinome vasculaire. On est parti du sorafenib il y a maintenant 12 ans, 13 ans. On est maintenant dans une bithérapie qui marche très bien. Il nous a montré ce très bel essai de la combinaison de l'atezolizumab et du bevacizumab et qui a montré que grâce à cette combinaison, on améliorait la survie globale de façon très, très, très significative. Donc, ce traitement est devenu maintenant le gold standard en traitement du carcinome vasculaire avancé avec une amélioration de la survie. Et très justement, il a parlé quand même des effets indésirables. Et avec ce traitement, l'un des effets indésirables importants à surveiller, c'est l'hypertension artérielle et les troubles digestifs. Donc, on a l'habitude de traiter ces effets indésirables, mais il faut y faire attention. Et il a bien insisté sur les patients avec cirrhose et avec hypertension portale, à bien quand même faire un bilan de l'hypertension portale avant de prescrire ces traitements. Et donc, pour terminer, je voudrais remercier encore tous ces orateurs qui ont fait des présentations fort passionnantes. Et puis, faire une petite pub pour vous dire que sur le site de la FEF, vous trouverez les recommandations pour le diagnostic et le suivi non invasif des maladies chroniques du foie et que je vous incite à les télécharger. Elles sont gratuites et vous verrez que sur ces 240 pages, il y a beaucoup d'indications pour la prise en charge des patients.
Je vous remercie.